Bonjour à tous et bienvenue dans ce module sur les méthodes d'arbres. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans ce module-là. Fait que d'abord, on va vraiment définir ensemble et décrire les méthodes d'arbres pour la régression et la classification. Donc, on va le voir vraiment pour les deux formes. Fait que je vous rappelle, régression, c'est quand Y, la variable réponse est continue. Et classification, c'est quand la variable Y est discrète, catégorique, par exemple, oui ou non. Vous allez voir ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va stratifier ou segmenter l'espace des prédicteurs, donc les X. Donc ici, l'espace des prédicteurs, c'est qu'on parle de X. Ici, bien évidemment, c'est le Y. Puis on va le segmenter dans le fond en un certain nombre de régions, beaucoup plus simples. Puis, dans le fond, on va voir qu'en segmentant, ben, ça va nous permettre de prédire, dans le fond, via un arbre, les observations. Alors, les méthodes basées sur les arbres sont très simples et utiles pour l'interprétation. Vous allez voir, ça c'est vraiment dans les pros, dans les pour. C'est des choses très faciles à mettre en place que les gens comprennent et qui sont très facilement interprétables. Cependant, ben, elles sont pas vraiment compétitives avec les meilleures approches d'apprentissage supervisé qui existent, surtout en termes de prédiction. C'est pas les meilleures, mais elles sont très facilement interprétables. C'est pourquoi aussi on va voir différentes méthodes pour améliorer. On va voir ce qu'on appelle le bagging, on va voir les forêts aléatoires, et enfin on va voir le boosting. Donc ça, c'est vraiment trois méthodes pour améliorer, dans le fond, un arbre et le rendre plus efficace en termes de prédiction. Puis ces méthodes-là, vous allez voir, elles vont utiliser plusieurs arbres. En fait, on va faire pousser plusieurs arbres pour aller produire une seule prédiction à la fin. Puis vous allez voir, c'est quand même impressionnant. Le fait de combiner plusieurs arbres ensemble, ça peut amener des améliorations vraiment spectaculaires sur la prédiction, euh, puis sans perdre vraiment d'interprétation. Alors, les bases des arbres de décision. Bon, les arbres de décision, ils peuvent être appliqués à la fois sur des problèmes, je vous l'ai dit, de régression ou de classification pour les deux. On va commencer d'abord par la régression, donc un Y est continu ici, donc Y est continu. Puis on va passer ensuite à la classification, donc ça c'est qu'un Y est 0 ou 1. Vous allez voir, les deux approches se ressemblent beaucoup, hein. C'est plus sur la façon de mesurer qui est différente. Alors on commence, on va y aller avec des données particulières, l'exemple, donc ça va être sur les données de salaire au baseball. Fait que dans le fond ici, on a un graphique, on a le nombre d'années donc depuis lequel les joueurs de baseball jouent. Puis ici le nombre de hits, donc c'est le nombre de, de tirs, je vais dire qu'ils font. Puis les couleurs, ben dans le fond c'est les couleurs de salaire. Donc plus c'est bleu et vert, donc dans le bas, dans le fond c'est des salaires bas. Puis plus c'est jaune et rouge, ben ça c'est des salaires hauts. Donc vous voyez ici, dans le fond sur le graphique, on voit qu'on pourrait comme vraiment segmenter dans le fond, hein. On voit qu'ici, on a vraiment les hauts salaires, jaune-rouge qui sont plus ici, puis les bleus qui sont plus de ce côté-là. Fait qu'ici, on a l'air vraiment d'être avec des plus bas salaires, puis ici, avec des plus hauts salaires. Fait que ça va être ça le but de l'arbre, ça va être vraiment de segmenter l'espace, ici, de deux variables, pour aller prédire le salaire. Alors, voici un exemple d'arbre de décision pour ces données-là. Fait que l'arbre de décision, il va se comporter de cette façon-là. Dans le fond, on va avoir ce qu'on appelle des nœuds. Ici, on a year plus petit que 0,5. Quand on va aller à gauche, c'est que c'est oui. Dans le fond, la réponse à la question. Et à droite, c'est que c'est non. D'accord? Donc, si je vais à gauche, c'est que c'est des gens qui sont plus petits que 4,5 ans. Donc, les gens qui sont plus petits que 4,5 ans, ils vont aller ici. Et on arrive à une prédiction de 5,11 en moyenne. Si je vais de l'autre côté, à droite, donc j'arrive ici sur un autre nœud. Je vais avoir un nœud sur une deuxième variable. Donc, le nombre de points hit plus petit que 117. Encore une fois, quand je vais à gauche, c'est que c'est oui. Et quand je vais à droite, c'est que c'est non. Et donc là, vous voyez que hit, donc le nombre de points aussi permet de segmenter. Donc on arrive à gauche à 6 de moyenne et à droite à 6,74. Voilà un exemple d'arbre. Un petit peu de détails, comme je vous l'ai dit sur la figure précédente. Donc sur les jeux de données Eaters, donc ça c'est un jeu de données qu'on peut retrouver derrière. Un arbre de régression, dans le fond, il permet de faire ça, de prédire vraiment le salaire d'un joueur basé sur le nombre d'années qu'il a joué dans la Ligue majeure et sur le nombre de coups sûrs qu'il a réalisé. Donc ça, c'était hit. Donc le nombre de coups sûrs, c'était hit. Puis le nombre d'années ici, ça, c'était year. Euh, donc dans un nœud, dans le fond, un nœud interne, il va toujours être de cette forme-là.
Fait que est-ce que ma variable xi est plus petite qu'une certaine valeur tk? Bon, peu importe la valeur de tk. Quand on va à gauche, c'est que c'est vrai, puis quand on va à droite, ben, c'est l'inverse. Donc à droite, c'est que mon xj est plus grand dans le fond que tk. Euh, Quand on divise, dans le fond, ben, on arrive comme au début, là, on a divisé ici. Donc quand on divise ici, on arrive à deux grandes branches, une à gauche, une à droite. Oh, pardon, c'est ce qu'on appelle les deux grosses branches. Puis la branche de gauche ben, correspondait à mon année plus petit que 4.5, puis à droite, mon année plus grand ou égal à 4.5. Dans cet arbre, on avait deux nœuds internes et trois nœuds terminaux. Donc on avait deux nœuds internes et trois nœuds terminaux. Donc les deux nœuds internes, c'est eux, c'est lui et lui. Et les trois nœuds terminaux, terminaux, c'est ceux qui sont à la fin des branches. Donc le nombre d'observations, le nombre dans chaque feuille, dans le fond, pardon, pas le nombre d'observations, le nombre de chaque feuille, ben, c'était la moyenne dans le fond des observations qui s'y trouvent. Ça, c'est la prédiction. Fait que si on segmente, en fait, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est vraiment la segmentation en utilisant l'arbre. Donc on a trois régions. On a la première région R1, c'était quand j'étais plus petit que 4.5. On avait R2 quand j'étais plus petit que 4.5 et mon hit était plus petit que 117.5 et R3 plus grand que 4.5 et mon hit plus grand. Et donc, si on le divise vraiment dans l'espace, on arrive à ça. Donc, on est capable de diviser l'espace ici comme ça vraiment en trois régions et on a des prédictions différentes dans chacune des régions. Puis la prédiction, je vous le rappelle, ben, c'est vraiment la moyenne. Donc, si je reprends par exemple dans R3, donc R3, c'est quand mon année est plus grand que 4.5 et quand mon hit est plus grand que 117.5. Donc, je suis ici, j'arrive à une moyenne de 6.74. Donc ici, on prédit dans R3 6.74 de salaire. Donc dans toute cette région-là, on prédit à ça. Donc chacune des observations, on les prédit à cette valeur. Alors un petit peu de terminologie sur les arbres, on en a parlé, mais on va quand même le revoir. Donc dans les régions R1, R2 et R3, on appelle ça des nœuds terminaux. Donc c'est la fin vraiment de chacune des branches. Les arbres de décision sont généralement dessinés à l'envers, dans le sens où les feuilles se trouvent au bas de l'arbre. Les points le long de l'arborescence, on appelle ça les nœuds internes, comme on l'a vu. Donc nous, on avait deux nœuds internes. Alors, l'interprétation des résultats. Donc, les années, elles, c'est le facteur le plus important pour déterminer le salaire. Ça, c'est important. Donc, la variable année, donc year, ça, c'était la variable la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui apparaissait le plus haut dans l'arbre. Donc, dans le fond, on peut vraiment ordonner comme ça les variables selon leur apparition dans un arbre. Et ensuite de ça, ben, on avait it, dans le fond, qui permettait aussi de prédire. Parfait pour ça. Alors, on va voir le détail un peu de comment ça se construit un arbre. Parce que là, tout était déjà fait pour nous, mais on va voir vraiment en détail comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, comment on fonctionne à fond, c'est qu'on va diviser l'espace des prédicteurs. Donc ça, c'est les X, l'ensemble de tous nos prédicteurs X. On le divise, pardon. Donc, dans le fond, on a un ensemble de valeurs possibles selon des régions. Donc, on va appeler les régions R2 jusqu'à RJ. Donc, on a J régions distinctes qui ne se chevauchent pas. Comme vous voyez dans l'exemple ici, nos régions ne se chevauchaient pas. Donc, on divise l'espace des prédicteurs comme ça en J régions. Puis, dans le fond, pour chacune des observations qui tombent dans la région RJ, la prédiction, c'est tout simplement la moyenne de toutes les valeurs de réponse qui sont dans RJ, tout simplement. Alors, un petit peu plus de détails sur comment ça fonctionne. Fait qu'en théorie, dans le fond, les régions, elles pourraient avoir n'importe quelle forme. Cependant, dans le fond, dans un arbre, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise vraiment des régions sous la forme de rectangles ou de boîtes, dans le fond, en multidimension. Puis ça simplifie vraiment, l'interprétation du modèle et le calcul. Donc, le but, dans le fond, c'est de retrouver donc des classes R1 jusqu'à RJ qui minimisent le RSS. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Puis le RSS, c'est lui. Donc, le RSS, c'est ma somme ici sur toutes mes classes. Donc, je somme sur toutes mes classes. Et pour chacune des classes, je prends toutes mes observations à l'intérieur. Donc le I ici, I dans RJ, ça c'est toutes les observations dans ma classe J. Puis je calcule mon erreur quadratique moyenne, donc vraiment mon YI, la vraie valeur, moins ma valeur prédite Y chapeau de RJ. Donc Y chapeau de RJ, ça c'est vraiment la moyenne pour toutes les données à l'intérieur de la même région RJ. Donc on veut minimiser ça, donc que ce soit le plus petit possible. Donc trouver les R1, R2 jusqu'à RJ, tel que ce RSS soit le plus petit possible.
Alors, bien évidemment, vous vous en doutez un petit peu, informatiquement, c'est impossible. On ne pourrait pas aller considérer toutes les partitions possibles de l'espace. Simplement, si on a juste deux variables, hein, imaginons on a x1 et x2. Imaginez, dans le fond, on regarde toutes les x1 plus petits que c, puis toutes les x2 plus petits qu'un t, pour tous les c et t dans R. Fait que dans le fond, il y a vraiment énormément de possibilités en fait, il y a une infinité de possibilités de partitionner. Fait que c'est pas cette façon-là. On peut pas le faire vraiment de façon exhaustive. Et pour cette raison, dans le fond, ce qu'on fait, dans le fond, ce qu'on va adopter, c'est une approche qu'on appelle descendante. Donc, on va adopter une approche descendante et gourmande. Fait que, gourmande dans le sens, en termes de calcul, qui est connu sous le nom de fractionnement binaire récursif. Fait que c'est comme ça que s'appelle la méthode qui permet de faire un arbre. Fait que l'approche est descendante parce qu'elle commence au sommet de l'arbre, fait qu'elle divise dans le fond successivement l'espace des prédicteurs. Puis chaque division est indiquée par deux nouvelles branches. Fait qu'on commence par une première division, et ensuite de ça, dans chacune des branches, on va retester une autre division, etc., etc. C'est pour ça que c'est descendant, puis binaire, parce qu'on y va tout le temps, une variable après l'autre, en divisant en deux régions distinctes. C'est gourmand parce que, bien évidemment, à chaque étape du processus de la construction de l'arbre, ben, une meilleure division est réalisée. Puis, dans le fond, ça amène à tout le temps ben, recalculer, dans le fond, les différentes améliorations. Donc, tout d'abord, pour commencer, la première étape, c'est qu'on sélectionne d'abord un prédicteur, mettons XJ, puis un seuil S. Et en fait, on va diviser donc l'espace en deux régions. D'abord, la région où XJ est plus petit que S, puis le XJ où c'est plus grand que S. Puis on va aller choisir le S qui conduit à la plus grande réduction du RSS possible. Donc, on calcule le RSS sans aucune division. On calcule le RSS avec la division qui dépend de S. Puis on va aller voir donc la valeur de S pour lequel ça va être la meilleure diminution du RSS. Parce que le but, c'est d'avoir toujours le meilleur RSS possible. Puis ensuite de ça, ben, on répète ce processus-là, mais en recherchant maintenant le meilleur prédicteur et les meilleurs seuils, afin de diviser davantage les données, de minimiser le RSS, mais dans chacune des régions résultantes. Parce que là, au départ, en 1, ici, on va avoir divisé en deux grandes branches. On va avoir deux branches. Et donc là, maintenant, dans chacune des branches, ici, on va aller refaire la même étape. Donc, on va les rediviser dans chacune des branches selon le meilleur prédicteur et le meilleur seuil qui réduit au maximum le RSS. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Dans le fond, le processus poursuit jusqu'à quand on arrive à un critère d'arrêt. Puis là, des critères d'arrêt, il y en a beaucoup, mais dans le fond, on va arriver jusqu'à un critère d'arrêt. Par exemple, un critère d'arrêt, ça serait que aucune région ne contienne plus de 5 observations. Donc, vous voyez, on divise jusqu'à quand, dans le fond, il n'y a aucune région qui contienne plus que 5 observations. Donc, ça, c'est un des critères d'arrêt. Pour la prédiction, ben, je vous l'ai dit, c'est simple. Dans le fond, la prédiction dans une région, c'est très simple. C'est la moyenne, dans le fond, de toutes les observations qui se trouvent dans cette région. Alors, ici, on a un exemple en cinq régions. Ici, vous avez un exemple. Donc, regardez plusieurs visualisations ici. Donc, premièrement, en bas à gauche, donc on a vraiment un arbre ici comme ça à chaque fois. Donc ici, on a, donc j'ai un premier nœud, un deuxième nœud, un troisième, un quatrième. Donc j'ai 4 nœuds internes ici. Et à la fin, j'ai, donc comme on l'a dit, 5 régions, donc 5 nœuds terminaux. Donc j'ai 5 nœuds terminaux ici et j'ai 4 nœuds internes. Vous avez l'équivalent, ici, regardez, vous avez l'équivalent dans les régions ici. Donc ça, c'est l'équivalent dans les régions avec les valeurs de T. Et ensuite de ça, ici, vous avez l'équivalent aussi en 3 dimensions. Bien sûr, c'est une visualisation ici, mais ça, c'est mon équivalent en 3 dimensions avec mon Y, puis j'ai mon X1 et X2 en bas. Je mets découpage de régions, puis je vois dans le fond la prédiction. Donc, vous voyez, dans chacun des plateaux, ici par exemple, ça, c'est mon plateau R4. Si je ne me trompe pas, non, c'est ça. Ça, c'est mon plateau R4. Donc, dans R4, j'ai une seule prédiction, qui est dans le fond ma moyenne de mes données dans ma région R4. Et voilà pour un exemple de visualisation avec 5 nœuds terminaux. Un petit peu de détails sur la figure précédente, je vous laisserai le lire, on vient d'en discuter. Alors maintenant, on va parler d'élagage d'arbres. L'élagage, dans le fond d'un arbre, c'est quand on le coupe, hein, c'est quand on vient couper des branches. C'est ça le but d'un élagage.
Le processus qu'on vient de voir, dans le fond, il est capable de prédire de bonnes prédictions sur la somme d'apprentissage, mais bien évidemment, il est susceptible de faire du surapprentissage. La fois, imaginons, on se rend à des feuilles avec moins de 5 observations à chaque fois. C'est certain qu'on va bien prédire, mais on va bien prédire sur l'ensemble d'apprentissage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du surapprentissage, fait que, dans le fond, ça va pas bien marcher ensuite sur l'ensemble de données de test. Fait qu'on est vraiment, encore une fois, dans le compromis biais-variance, fait que plus l'arbre va avoir de nœuds terminaux, de branches, plus l'arbre va faire du surapprentissage. Fait qu'il faut trouver un compromis comme ça. Fait que pour faire un compromis, dans le fond, ce qu'on va aller faire, on va aller chercher un arbre plus petit avec moins de divisions. Et dans le fond, c'est ça tout l'objectif, et qu'on va aller chercher un arbre qui est plus petit, avec moins de divisions, donc moins de R1 jusqu'à RJ, qui va conduire à une variance plus faible, c'est ça le but, mais qui va avoir bien évidemment un léger biais. Fait que le biais va augmenter, mais la variance va diminuer. Puis là, je vais vous refaire le graphique encore une fois, mais dans le fond, vous vous rappelez le compromis biais-variance, hein? Donc, on doit trouver vraiment une façon au milieu d'être entre les deux. Fait qu'une alternative possible, dans le fond, au processus qu'on vient de voir de découpage binaire, du fractionnement binaire, ça consiste à faire pousser l'arbre uniquement tant que la diminution du RSS elle dépasse un certain seuil. Et ça, c'est une autre façon, c'est que le seuil, dans le fond, on pourrait le mettre sur le RSS, et pas sur et le critère d'arrêt, pardon, ne soit pas sur le nombre d'observations dans chaque fait. Cette stratégie, elle va arriver à de petits arbres, ça va fonctionner, mais par contre, elle est myope. On dit qu'elle est myope, pourquoi? Parce qu'une division apparemment sans valeur au début de l'arbre pourrait être suivie par une très bonne division. Fait que c'est pas parce qu'au début, on a une division qui apporte peu pour le RSS que plus tard, dans le fond, quand on continue dans ces mêmes branches-là, on va pas arriver à une meilleure division en termes de RSS. C'est pour ça qu'on aime moins ça. Alors, on va aller voir là vraiment une meilleure façon, donc vraiment d'élagage. Fait qu'une meilleure stratégie d'élagage d'arbres, dans le fond, ça consiste en quoi? C'est qu'on commence en première étape par faire pousser le plus grand arbre possible. Donc, on choisit un très grand arbre qu'on va appeler T0. Donc, ça, c'est le plus grand arbre possible. Par exemple, lui qui va se ramasser avec moins de 5 observations par nœuds terminaux. Et ensuite, on va le tailler. Donc, vraiment le tailler au sens d'élagage. En anglais, on appelle ça prune. Fait que vous allez voir les prune trees. Donc, c'est vraiment les arbres taillés. Puis le but, ça va être d'obtenir un sous-arbre. Un sous-arbre qui est vraiment bon. Donc, on a diminué la variance, mais on a un léger biais. L'élagage, dans le fond, de complexité de coût, lui qu'on va voir, vous allez voir, il est également connu sous le nom d'élagage du maillon le plus faible. Et dans le fond, comment il fonctionne, c'est qu'on va considérer une séquence d'arbres. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. On va donc utiliser une séquence d'arbres qui est indexée par un certain paramètre de réglage non négatif, alpha. Donc ici, il va y avoir un certain paramètre alpha. Et dans le fond, pour chacune des alpha, chacune des valeurs de alpha ici, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher un sous-arbre T qui est inclus dans T0, donc un sous-arbre, tel qu'on va aller minimiser cette quantité-là. D'accord? On va aller minimiser cette quantité-là, donc on veut que ce soit le plus petit possible. Donc regardez, c'est quoi cette quantité-là? Donc ici, c'est le RSS. Hein? On retrouve notre RSS sur notre arbre T. Donc, on retrouve ici notre RSS sur notre arbre T qui est plus petit que T0. Et on vient rajouter comme ça une pénalité. Regardez, on vient rajouter une pénalité ici. Donc, on vient rajouter une pénalité qui dépend de notre fameux paramètre alpha, donc le paramètre de réglage. Et T, dans le fond, entre barres, T, c'est la taille, tout simplement. Donc, le nombre de nœuds terminaux de l'arbre. RM, c'est le rectangle, dans le fond, dans l'espace de prédicteur. Puis Y, chapeau RM, comme d'habitude, c'est la prédiction. Donc, vous voyez, le fait d'élaguer, dans le fond, c'est qu'on part d'un très, très grand arbre, le plus grand possible. Et ensuite de ça, on va vraiment séquencer. Donc, aller chercher des arbres un petit peu plus petits à chaque fois. Donc, un arbre, un nœud moins grand, 2 nœuds moins grands, 3 nœuds moins grands, etc., etc. Fait qu'on va vraiment le réduire comme ça. Puis, on va aller minimiser à chaque fois le RSS, mais qu'on vient pondérer, dans le fond, qu'on vient régulariser par la pénalité en lien avec la taille. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup quand on avait vu la pénalisation dans les modèles de régression, ça ressemble. On avait aussi une pénalisation en fonction de quelque chose. On avait dans les modèles de régression, je ne sais pas si vous vous rappelez, lambda fois par exemple la norme L1 ou L2 des paramètres. Mais ici, c'est la même chose. Je viens pénaliser, mais selon la taille, dans le fond, de mon arbre. Alors, pour aller choisir maintenant le meilleur sous-arbre. Fait que dans le fond, le paramètre de réglage, lui, donc le alpha, donc le paramètre de réglage ici alpha, lui, il sert à quoi? Il sert à contrôler vraiment le compromis entre la complexité du sous-arbre et son estimé par rapport aux données d'entraînement.
Comment on va les choisir alpha, chapeau, donc le meilleur, bien évidemment par validation croisée, hein. C'est toujours de la même façon. Et qu'on va utiliser la validation croisée pour aller chercher le meilleur. Puis ensuite de ça, on revient tout simplement à l'ensemble de données complet, puis on va obtenir un arbre avec alpha, chapeau. Donc voilà pour la procédure. Alors voilà un résumé d'un fond comment ça fonctionne. L'algorithme d'élagage d'arbres. Fait que d'abord, on utilise un fractionnement binaire récursif standard, donc lui qui va vraiment partitionner au maximum. Puis on développe un grand arbre sur le jeu de données d'entraînement et on s'arrête seulement quand on arrive à un certain nombre d'observations minimum, par exemple 5. Ça pourrait être un exemple, par exemple 5. Ensuite de ça, donc là on a notre plus grand arbre qu'on appelle T0. Puis là on va aller appliquer l'élagage dans le fond de l'arbre. Puis pour ça, ben, on va obtenir une séquence de meilleurs sous-arbres en fonction de alpha. Oups, pardon. Fait qu'on va l'obtenir en fonction de alpha, de paramètres alpha, une séquence de sous-arbres. Comment ça, on va le faire? Ben, dans le fond, on va utiliser la validation croisée, par exemple la K-fold, fait que peu importe le cas. Puis pour chacun des cas, ce qu'on va les faire, on va les répéter les étapes ici 1 et 2. Donc, on va utiliser le cas moyen sur KIM, dans le fond, fraction des données d'entraînement, à l'exception du KIM pli. Fait que ça, c'est tout simplement comme d'habitude, hein. Quand on fait de la validation croisée, je vous le rappelle, on divise par exemple en 4 parties, puis il y a une partie que je n'utilise pas pour faire ma prédiction, puis j'utilise les 3 autres ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer l'erreur quadratique moyenne des prédictions sur le K-pli que j'avais laissé de côté en fonction de alpha, bien évidemment, parce que pour chaque valeur de alpha, dans le fond, je vais avoir un arbre particulier. Puis à la fin, dans le fond, ben, je vais faire la moyenne des résultats, bien évidemment, en fonction de alpha. Donc à la fin, je vais avoir vraiment un graphique. À la fin, je vais avoir un graphique ici en fonction de alpha. Puis ici, je vais avoir une erreur, peu importe, ici, je vais avoir une erreur par rapport à la validation croisée. Puis je vais être capable comme ça de trouver un meilleur alpha, alpha chapeau. Puis dans le fond, je vais renvoyer le sous-arbre. Donc ici, je me rappelle à cette étape-là, j'avais plusieurs arbres, hein, donc indexés par alpha. Et donc ici, ce que je vais aller ressortir à mon étape 4, hein, dans le fond, c'est le T de alpha chapeau. Donc je vais aller ressortir l'arbre qui correspond dans le fond au alpha chapeau, le meilleur que j'ai trouvé par validation croisée. On va reprendre justement les données d'exemple de baseball. Fait que tout d'abord, au début, on a divisé dans le fond l'ensemble d'entraînement en deux, l'ensemble de données, pardon, en deux. Donc, on a 132 observations dans le jeu de données d'entraînement et 131 dans l'ensemble de données de test. On a ensuite fait un grand arbre de régression, donc lui qu'on appelle T0. On a fait un grand arbre de régression sur les données d'entraînement, puis vérifier alpha afin de créer des sous-arbres avec différents nombres de nœuds terminaux. Puis à la fin, par validation croisée 6 fois, donc là on a pris un 6, K est égal à 6. On estime le MSE dans le fond sur les données de validation pour essayer de trouver le meilleur alpha. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez, l'arbre est un petit peu plus feuillu que tantôt. On a beaucoup plus de choses ici. Donc dans cet arbre-là, vous voyez, on retrouve notre premier nœud terminaux qu'on avait notre premier nœud interne qu'on avait au départ. On retrouve ici un deuxième nœud qu'on avait aussi, mais il y a maintenant des nouveaux nœuds qui apparaissent. Donc vous voyez ici, j'ai des nouveaux nœuds internes qui apparaissent, j'en ai quand même plusieurs. Et à la fin, j'ai tous mes nœuds terminaux. Donc si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là ici, dans le fond, la taille de mon T alpha chapeau, c'est 12. Donc le alpha chapeau que j'ai choisi par validation croisée, le meilleur, c'est lui qui amène un arbre avec 12 nœuds terminaux. Ici, on voit l'exemple là vraiment avec du graphique. Donc ici, l'erreur dans le fond, l'erreur quadratique moyenne. Ici, la taille de l'arbre. Ok, donc dans le fond, c'est la taille de l'arbre, c'est complètement équivalent au alpha 1. C'est la même chose, hein. Soit c'est T, donc la taille de l'arbre, qui est complètement équivalent dans le fond à alpha. Puis sur le graphique, ce qu'on voit dans le fond, c'est donc l'erreur sur le jeu de données d'entraînement en noir, l'erreur sur le jeu de données de test en jaune, puis l'erreur par validation croisée. D'accord? Et donc ce qu'on voit ici, c'est on peut voir ici quel est le meilleur, dépendamment justement de la courbe. Donc là, on a vu pour les arbres de régression. Maintenant, on va voir ça pour les arbres de classification. Donc pour la classification, c'est très très similaire d'avoir un arbre de régression, sauf que
pour prédire la réponse, ben, Y maintenant, c'est ça qui est important, elle est qualitative. Elle est plus quantitative, bien évidemment, mon Y. Donc Y ici, c'est 0,1. C'est plus une variable numérique. Fait que pour un arbre de classification, dans le fond, comment on va prédire? Ben, on va prédire chaque observation en utilisant donc la région dans laquelle on est, mais on va dire que c'est celle qui est la plus courante. Donc, dans le fond, on va aller regarder, mettons, dans une région, je sais pas moi, R3. Quand je regarde dans mes Y, j'ai 12 0, donc 12 valeurs de 0. Puis j'ai 8 valeurs de 1. Mais dans le fond, on va aller prédire mon P chapeau. On va aller prédire par 12. Donc, c'est vraiment la valeur la plus courante. C'est comme ça qu'on va prédire. On ne fait pas une moyenne. Dans le fond, on va les prédire par la valeur la plus courante. On peut aussi prédire par une probabilité si on veut, bien évidemment. P chapeau, ça pourrait être 12 sur 20, dans le fond. Ça pourrait être une façon aussi de prédire. Moi, j'ai dit 12, là, bien évidemment, c'est pas 12. Dans le fond, ici, je prédis à 0. Hein. J'ai 12 valeurs de 0, c'est la plus courante entre 0 et 1. Donc, je vais prédire par 0, parce que c'est celle qui est la plus populaire. Fait qu'un petit peu de détails sur les arbres de classification, ça fonctionne vraiment exactement de la même façon. La seule différence, c'est le RSS, bien évidemment. On ne peut pas calculer l'erreur quadratique moyenne hein, quand on fait la classification, fait qu'on ne peut pas le calculer de la même façon. Fait qu'une alternative naturelle au RSS, c'est le taux d'erreur de classification. Donc, c'est vraiment à quel point je classifie mal, dans le fond, mes observations. Puis ça, ben, on le calcule de cette façon-là. Donc, E, c'est le taux de mauvaise classification, c'est 1 moins maximum des PMK. Puis PMK chapeau, dans le fond, ça représente la proportion d'observations d'entraînement dans la même région, qui proviennent de la quatrième classe. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on le fait. C'est le taux de mauvaise classification. Le taux de mauvaise classification, c'est une bonne façon de faire. Par contre, des fois, c'est pas suffisamment sensible. Surtout quand l'arbre il est grand. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a d'autres erreurs aussi, d'autres façons de mesurer. Dans la régression, dans les arbres de régression, on en a juste une, c'est l'erreur quadratique moyenne. En classification, on a je viens de vous montrer, le taux d'erreur de classification, mais on en a d'autres aussi qu'on peut utiliser. On en a un qu'on appelle l'indice de Gini. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez revoir souvent en statistique ou en apprentissage automatique. L'indice de Gini est défini de cette façon-là. Donc, c'est la somme sur chacune des classes des proportions prédites fois 1 moins la proportion. Fait que dans le fond, ça mesure vraiment la variance totale dans l'ensemble des classes. Donc, l'indice de Gini, lui, va prendre une petite valeur si toutes les PMK chapeaux sont proches de 0 ou de 1. Puis là, pour ceux qui se rappellent de leur cours de proba, ça, dans le fond, là, le P fois 1 moins P, dans le fond, ça, c'est la variance d'une loi de Bernoulli. Puis je rappelle, une loi de Bernoulli, c'est une loi de probabilité qui donne soit 0, soit 1. Puis nous, c'est exactement ça. Là, dans chacune des classes, j'ai soit 0, soit 1. Donc en fait, on vient vraiment mesurer vraiment la variance totale dans l'ensemble des classes. Donc c'est quelque chose qui marche bien, l'indice de Gini, puis on mesure vraiment ça comme, on appelle ça comme, dans le fond, une mesure de la pureté des nœuds. C'est vraiment comme ça qu'on dit l'indice de Gini. Une autre alternative à l'indice de Gini, c'est ce qu'on appelle l'entropie croisée. Ça aussi, l'entropie, c'est vraiment quelque chose de très populaire en apprentissage et en statistique. Donc l'entropie, lui, on le mesure de cette façon-là. Donc c'est moins la somme sur toutes les classes de ma prédiction fois le log de la prédiction. En pratique et numériquement, dans le fond, il s'avère que l'indice de Gini et l'entropie sont quand même très similaires. Mais on vous les nomme ici, comme ça, si vous en entendez parler, ben, vous serez pas surpris. Alors, on va prendre un autre exemple maintenant sur des données de Earth. Donc, c'est des données de maladies cardiovasculaires. Fait que ces données, elles contiennent un résultat binaire qu'on appelle HD ici pour 303 patients qui présentent des douleurs thoraciques. Fait qu'une valeur de HD de oui, donc de 1, ça indique la présence d'une maladie cardiaque sur la base d'un test qui a été fait, tandis que non, ben, ça dit qu'il n'y a aucune maladie cardiaque. On a 13 prédicteurs, donc 13X, l'âge, le sexe, le cholestérol et plein d'autres facteurs importants. La validation croisée donne un arbre avec 6 nœuds terminaux et on va voir le résultat. Donc ça, c'est le résultat ici. Donc on a un arbre ici avec 6 nœuds à l'intérieur. Ici, donc ça c'est le ici ça c'est le T0, donc ça c'est le plus grand arbre. Ici c'est avec la validation croisée, donc c'est le T alpha chapeau le meilleur avec 6 nœuds. D'accord?
On l'obtient ici, le 6 nœuds, d'un fois c'est ici. Donc si on regarde, c'est comme la valeur minimale ici qu'on avait par la validation croisée. Donc la validation croisée, c'est lui en orange ici. Donc vous voyez, on a un résultat comme ça. Vous voyez, l'énorme avantage, hein, c'est que le T0, c'est gros là, c'est quand même un immense arbre. L'avantage de lui qui est meilleur dans le fond, hein, lui qui est meilleur, c'est qu'on a une meilleure interprétation. On a diminué la variance. Alors, avantages et désavantages des arbres. Bon, les arbres sont très très faciles à expliquer aux gens. Vraiment, je veux dire, c'est extrêmement simple à comprendre, hein. On va à droite, à gauche, basé vraiment sur un ensemble de règles de décision. Fait que très très facile à expliquer aux gens. C'est même encore plus facile à expliquer que la régression linéaire. Je veux dire, vous présentez un arbre à quelqu'un versus un modèle de régression linéaire avec des bêtas, les gens vont préférer l'arbre. Certaines personnes, elles pensent que les arbres de décision, ben, ça reflète vraiment comment nous, les humains, on fonctionne. On fonctionne vraiment de cette façon-là, avec des règles de décision emboîtées les unes dans les autres. Les arbres, ils peuvent être plus faciles, ils peuvent facilement, gérer des prédictions autant qualitatives que quantitatives. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Malheureusement, les arbres, je vous l'ai dit, n'ont généralement pas le même niveau de prédiction que ce qu'on s'attend avec des méthodes comme la régression ou la classification. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir maintenant dans le reste du module, c'est qu'en regroupant de nombreux arbres, on peut vraiment améliorer les performances de prédiction des arbres seuls. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Première méthode, donc on appelle la méthode de bagging. En fait, c'est vraiment le bagging, c'est l'agrégation bootstrap qu'on appelle. On a vu déjà le bootstrap. On va voir comment on applique ça justement dans le contexte des arbres. Fait que le bagging, très important, c'est vraiment une procédure très générale qui est utilisée pour réduire la variance d'une méthode d'apprentissage statistique. On la voit ici dans le contexte des arbres, mais dans le fond, ça peut être appliqué dans beaucoup de contextes en apprentissage statistique. C'est vraiment une méthode de réduction de variance. Un petit rappel ici que je vous fais de probabilité, c'est que si j'ai n observations indépendantes, Z1 jusqu'à Zn, chacune de variance sigma carré, mais si je calcule la variance de Z bar, donc des moyennes dans le fond, la variance de Z bar, c'est sigma carré divisé par n. Donc ça veut dire que plus ma taille d'échantillon est grande, plus j'ai un grand nombre de valeurs, plus ma moyenne va être centrée, j'aurai une plus petite variance, parce que je viens de diviser par n, un nombre qui est grand, et je viens vraiment réduire ma variance. Fait qu'en d'autres termes, dans le fond, le fait de faire la moyenne d'un ensemble d'observations, ça réduit la variance. Donc ça, c'est pour ça que c'est une des façons vraiment très pratiques d'aller réduire la variance. Par contre, bien évidemment, on n'a pas accès à plusieurs ensembles d'entraînement. Ça, c'est pas vrai. On a un seul ensemble d'entraînement, on n'en a pas plusieurs. Donc, on va voir justement des méthodes pour en créer. Puis là, vous me voyez venir, je vous ai dit que ça s'appelait l'agrégation bootstrap. Fait que c'est pas pour rien. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever des échantillons répétés à partir de l'unique ensemble de données d'entraînement qu'on a. Puis on va créer donc des échantillons bootstrap. Donc dans cette approche, on génère B échantillons bootstrap de notre jeu de données d'entraînement. On entraîne ensuite, dans le fond, notre méthode sur le BIM ensemble d'entraînement bootstrappé. Et on va obtenir une prédiction qu'on appelle F chapeau étoile B. Donc le B pour l'échantillon bootstrap B. Puis ensuite de ça, on va aller faire la moyenne de ces prédictions au final. Donc ma prédiction finale de mon bagging, donc F chapeau bag, ça va être ma moyenne tout simplement de mes différentes prédictions que j'ai eues dans mes échantillons bootstrappés. C'est ce qu'on appelle le bagging. Vous voyez, très simple. Dans le fond, le bagging, donc imaginez, c'est juste que je vais faire, donc si je prends 100, par exemple, 100B est égal à 100, donc je vais faire 100 jeux de données d'entraînement bootstrappés. Sur chacun des jeux de données bootstrappés, je vais faire un arbre, je vais aller prédire une observation, puis à la fin, je vais faire ma moyenne de mes prédictions. Pour les arbres de classification, dans le fond, comment ça va marcher? Parce que là, pour la régression, ça marche bien. Je fais tout simplement une moyenne de mes prédictions. Ça, c'est beau. Bien évidemment, avec des oui-non, ça ne marche pas. On ne peut pas faire de moyenne de oui-non. Fait que pour la classification, dans le fond, comment ça fonctionne? C'est que pour chaque observation, on va aller faire aussi la prédiction pour chacun des arbres. Et on va y aller avec ce qu'on appelle un vote majoritaire. Donc, on va prendre lui qui a vraiment le... Donc, pour chacun des arbres, il va voter, donc donner une prédiction, oui ou non. Puis la prédiction finale, ça va être celle qui est la plus majoritaire parmi l'ensemble de toutes les prédictions. Un petit peu comme on faisait à la fin de nœuds terminaux d'ailleurs. À la fin de nœud terminal, on prédit par la prédiction qui est la plus courante, la valeur qui était la plus courante. Là, c'est la même chose, mais avec des prédictions.
Donc voici un exemple ici. Regardez, on reprend nos jeux de données de Earth. Donc ici, il y a des termes qu'on va revoir. Donc tout d'abord, en noir ici, ici oups, pardon, en noir ici, ici en noir, on a l'erreur par bagging, donc sur l'ensemble de tests. En jaune, ici, on a sur ce qu'on appelle une forêt aléatoire qu'on va voir. Et ensuite de ça, on a d'autres ici mesures qu'on appelle OOB, out of bag, sur le bagging et random forest encore, qu'on va voir aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment des techniques qu'on est capable d'améliorer. Dans le fond, ça, c'est la technique numéro 1, par bagging, comme on vient de voir. On va avoir une deuxième par random forest, puis les autres trois, les OOB, les out of bag, donc c'est quelque chose qu'on va voir. Donc ça, c'est les random forest. Et ça, c'est le bagging. Donc, c'est vraiment trois techniques où vous voyez, on voit vraiment, ça réduit drastiquement, dans le fond, l'erreur 1 de prédiction. Fait qu'on voit que ça l'améliore. Fait que là, on vient de voir le bagging, c'est tout simplement sur des échantillons bootstrap. On va voir maintenant les autres. Donc, ça, c'est l'information que je viens de vous donner. On va voir le out of bag maintenant, le OOB. En fait, ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. C'est qu'en fait, il s'avère qu'il existe un moyen très simple d'estimer l'erreur de test d'un modèle bagging. Donc, dans un modèle bagging, on fait donc on fait des échantillons bootstrap, on fait des arbres, bon, tout ça, on fait la prédiction moyenne. Mais quand je vais aller estimer l'erreur de test, c'est toujours la même chose. Moi, je travaille sur un jeu de données d'entraînement. Donc, comment je pourrais faire? Ben, en fait, dans le bagging, vous vous rappelez, c'est que les arbres ils sont ajustés de manière répétée sur des sous-ensembles d'observations bootstrappées. Et en fait, ce qui se passe, comme c'est des sous-ensembles d'observations bootstrappées, bien évidemment, il y a des observations qui n'apparaissent pas. Vous en doutez, quand on va piger aléatoirement, il y a des observations qui ne vont pas apparaître. Fait que, par exemple, dans mon B est égal à 1, dans mon premier échantillon bootstrap, si je vais avoir des observations qui ne vont pas apparaître dans mon jeu de données bootstrappé. Mais c'est en fait ces données-là qu'on appelle des out of bag, donc qui sont à l'extérieur du sac, donc c'est-à-dire que je n'ai pas pigé, que je ne suis pas allé échantillonner, c'est ces données-là qu'on va utiliser pour mesurer l'erreur de test, justement. Et en fait, on peut même montrer qu'en moyenne, chaque arbre bagué, donc vraiment sur l'échantillon bootstrappé, il valorise environ les 2 tiers des observations. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher vraiment l'information des 2 tiers des observations. Il n'est pas capable d'aller chercher toutes. Fait que le tiers restant des observations qui sont non utilisées, c'est elles qu'on va utiliser pour rajuster un arbre et qu'on va utiliser les observations donc out of bag, hors sac. Fait l'enfant, on va aller prédire la réponse pour la IM observation en utilisant chacun des arbres pour lequel chaque observation était OOB, donc out of bag, puis ça va donner environ B sur 3, donc un tiers des prédictions pour la IM observation. Et on va en faire la moyenne. Fait que c'est ça qu'on appelle le out of bag. Fait que l'erreur out of bag, dites-vous, tout est programmé dans R pour vous. Hein. C'est tout simplement un bloc pour que vous compreniez. Fait que dans le fond, le out of bag, c'est qu'on va aller prédire les observations qui n'ont pas été choisies dans l'échantillon bootstrap à chaque arbre. Puis cette estimation, dans le fond, ça c'est intéressant, cette estimation, c'est essentiellement, je dis essentiellement, l'erreur de validation croisée LOO, donc vous vous rappelez leave one out pour le bagging quand B est grand. Fait que si B était très 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 grand, donc on fait énormément de bootstrap, si on faisait la validation croisée leave one out, ça reviendrait exactement dans le fond à le OOB qu'on est en train de faire. Les forêts maintenant. Donc les forêts, c'est quoi? Les forêts aléatoires, elles viennent vraiment améliorer les arbres bagging en ajoutant un petit quelque chose qui paraît bête, mais qui vient vraiment améliorer. Donc, ça part de la même façon. On va faire des arbres bagging, donc la même chose, on va bootstrapper. Donc, tout part par la même idée. On va bootstrapper vraiment, dans le fond, les jeux de données d'entraînement. On va aller faire des arbres dessus. Mais dans le fond, ce qu'on va aller faire une petite différence, c'est qu'on va aller décorréler les arbres. C'est ce qu'on appelle la décorrélation des arbres. Puis ça va aider vraiment à réduire la variance. Donc, comme pour le bagging, c'est la même chose. Je vais construire, dans le fond, un certain nombre d'arbres de décision sur des échantillons d'entraînement bootstrappé. Ça commence de la même façon. Mais l'énorme différence, qui est quand même brillante des forêts, elle est ici. C'est que quand je vais aller construire mon arbre, donc quand je vais aller construire mon arbre sur un des échantillons bootstrap, à chaque fois, dans le fond, que je vais aller faire une division dans cet arbre-là, je vais aller sélectionner d'abord au préalable une sélection aléatoire de M prédicteurs pour aller vraiment diviser. Donc, c'est-à-dire qu'à chacun de mes nœuds, donc vous vous rappelez, à chacun de mes nœuds internes, je vais normalement décider, je dois choisir laquelle variable
parmi toutes mes variables, je vais utiliser comme prédicteur pour aller découper en deux ma branche. Ben là, c'est que je ne vais pas laisser la possibilité à l'arbre d'aller choisir l'ensemble de tous les prédicteurs, des P prédicteurs. Je vais juste lui laisser choisir, donc je vais l'autoriser à choisir un seul des M prédicteurs, en fait, dans toutes les P variables. Et ça, c'est une énorme différence parce que ça veut dire qu'entre les arbres et entre les nœuds, je ne vais pas tout le temps aller chercher les mêmes variables. C'est ça qui va permettre de décorréler les arbres. C'est parce que dans le bagging, un des problèmes, c'est que chaque arbre, ben, il a tout le temps les mêmes variables. C'est pour ça qu'on dit que c'est corrélé. Donc là, ça va permettre de décorréler comme ça. Donc à chaque division, on va aller sélectionner un M prédicteur, un sous-ensemble. Généralement, on prend M comme à peu près la racine du nombre de variables. Par exemple, pour les données cardiaques, on irait chercher 4 sur 3. Donc on irait chercher tout le temps seulement à chaque nœud interne, quand je fais ma division, je vais chercher aléatoirement 4 variables. C'est seulement dans ces 4 variables-là que je vais aller subdiviser une nouvelle fois. Je ne vais pas tenir compte des 7 autres, je vais tenir compte seulement des 4 que j'ai décidé aléatoirement. Donc c'est ça une forêt aléatoire. C'est un arbre bagué, donc je fais du bagging, du bootstrap, mais ensuite de ça, je permets seulement à chaque nœud interne d'aller choisir un sous-ensemble de variables aléatoires. Je reviens avec mon exemple un autre exemple, pardon, vraiment très haute dimension, c'est sur l'expression des gènes. Et nous avons des données biologiques ici de très très grande dimension, composées donc de mesures d'expression de gènes sur 4718 gènes, mesurés dans le fond sur 349 patients. Chez l'homme, il existe environ 20 000 gènes. Puis chacun des gènes, dans le fond, ils ont des différents niveaux d'activité et d'expression, notamment dans les cellules, les tissus et les conditions biologiques. Fait que chacun des échantillons de patients, dans le fond, il porte une étiquette qualitative qui comprend 15 niveaux différents, soit normal ou l'un des 14 types de cancer. Fait qu'ici, on s'intéressait au cancer. On va utiliser une forêt aléatoire ici pour prédire le type de cancer en fonction de 500 gènes qui présentent le plus de variance dans le fond dans l'ensemble de jeux de données d'entraînement et on va aller voir les résultats. Donc regardez ici, ça c'est vraiment l'erreur de classification sur l'ensemble de données de test. Et je viens comparer ici différentes tailles. Donc ça c'est ici une forêt aléatoire où je viens choisir d'abord donc M est égal à P. Donc mon premier orange c'est M est égal à P. Donc c'est-à-dire qu'à chaque subdivision, je laisse la possibilité d'aller choisir les P variables, l'ensemble de toutes les variables. Donc dans le fond mon orange ici, ça c'est un bagging standard 1. Je fais du bagging mais je laisse la possibilité à ma forêt de choisir à chaque division de nœud, dans le fond, les P variables. En bleu, c'est P sur 2 et en vert, c'est racine de P. Donc, vous voyez vraiment, le vert est vraiment meilleur. Hein. Vous le voyez ici, le vert racine de P est vraiment meilleur, arrive à des résultats beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'habituellement, je vous l'ai dit, dans la forêt aléatoire, on choisit M, le nombre de variables, comme racine du nombre de variables total, dans l'ensemble de notre jeu de données. Alors, quelques détails ici sur la figure précédente que je viens de vous dire. Juste, petite poigne, regardez, c'est intéressant. Regardez un seul arbre, donc ici, ça je suis comme ici à 1 là, un seul arbre, parce que dans une forêt, donc j'ai un nombre d'arbres, bien évidemment. Fait qu'un nombre d'arbres, ça c'est grand B, hein, c'est grand B. Avec un seul arbre, j'étais autour de 0,45 environ. Regardez, avec 500 arbres, je suis capable de me ramener à quasiment 0,2. On divise par plus de 2, dans le fond, l'erreur de prédiction. Donc vous voyez comment ça peut être vraiment bon de prendre plusieurs arbres et d'en faire la moyenne. Et la dernière technique qu'on va voir, c'est elle qui s'appelle le boosting. Je récapitule, on a vu le bagging, on a vu la forêt aléatoire. Dans le fond, la forêt aléatoire, c'est tout simplement un bagging, mais où je laisse pas la possibilité à chacun des nœuds de choisir l'ensemble des variables. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle le boosting. Fait comme le bagging, le boosting, c'est une approche aussi très générale en apprentissage statistique qu'on peut revoir dans plein de méthodes. Nous, on va l'appliquer ici uniquement sur le boosting, mais ça pourrait être appliqué sur d'autres choses. Fait qu'on rappelle, le bagging, dans le fond, ça implique la création de plusieurs copies de l'ensemble de jeux de données d'entraînement. C'est des jeux de données bootstrappés, puis on va ensuite de ça faire l'arbre par-dessus, puis on va en faire la combinaison à la fin pour faire un modèle prédictif unique. Notamment, chacun des arbres est construit sur un sous-ensemble de données bootstrappées, indépendant des autres arbres. Le boosting, dans le fond, il fonctionne de la même manière. Sauf que les arbres, vous allez voir, ils sont créés de manière séquentielle.
Dans le bagging, les arbres sont indépendants les uns des autres. Dans le boosting, chacun des arbres va dépendre du précédent et des précédents. C'est ça qui est intéressant. Alors, regardez comment ça fonctionne. C'est un petit peu particulier, mais en même temps brillant. Première étape, l'étape numéro 1, on va définir F chapeau, donc la prédiction à 0. Donc, je prédis rien au départ. Et on va appeler RI, les résidus. Donc, RI, ça va être donc les résidus. R, c'est pour résidus. Mais le premier résidu, on va le mettre à l'observation, d'un fond YI, pour tout l'ensemble de jeux de données d'entraînement. Donc, aucune prédiction au départ, F chapeau, puis RI, mon résidu, c'est Y. Ensuite de ça, pour chacun des arbres, pour chacun des B, on va répéter les étapes successives ici. Donc 2.1, 2.2, 2.3. 2.1, ce qu'on va faire, on va ajuster un arbre. Donc on va faire un arbre, F chapeau B, avec des divisions. Donc dans le fond, D plus 1 nœud. D, ça va être un paramètre, bien évidemment, qu'il va falloir décider. Mais on va le faire, regardez, c'est ça qui est intéressant. On va le faire l'arbre sur les données d'entraînement XR. Donc regardez, c'est ça qui est vraiment extrêmement brillant. C'est qu'ici, c'est dans le fond mes jeux de données de prédicteurs, donc mes X, et non pas ma variable Y réponse, mais mes résidus. Oui, c'est ça l'énorme différence ici, c'est que je n'utilise pas dans le fond ma variable réponse Y, je vais utiliser mon résidu. Donc pour mon tout premier arbre, dans le fond mon B est égal à 1, mon tout premier arbre, et mon résidu, hop, c'est mon Y. Okay? Donc quand B est égal à 1, mon R, c'est mon Y. Fait que dans le fond, mon premier arbre, c'est un arbre sur mes données, tout simplement. Hein? C'est un arbre sur mes données. Mes données de base, standard. Ensuite de ça, étape numéro 2, 2.2, je vais mettre à jour, dans le fond, mon F chapeau. Donc, comment je mets à jour mon F chapeau? C'est que mon F chapeau, donc ma prédiction finale, ça va être ma prédiction finale précédente, qui était à 0 pour mon premier arbre, plus lambda fois ma prédiction pour mon BIMA, mon F chapeau de B. Lambda, ça va être un paramètre, bien évidemment, encore une fois, qu'il va falloir trouver. Et 2.3, on va mettre à jour les résidus. Donc, regardez mes résidus, je prends mes anciens résidus et je fais moins lambda, encore une fois ma prédiction que j'ai fait avec mon BIM arbre sur mes observations. D'accord? Donc ici, vraiment, pour B est égal à 1, encore une fois, la forme mon R2, ça va être mon YI moins lambda fois F de XI chapeau pour mon B est égal à 1 ici. Donc ça, c'est mon arbre. Fait que dans le fond, pour mon deuxième arbre, mes résidus, ça va être mes résidus de mon précédent arbre. Mon arbre précédent a été fait sur l'ensemble de mes données Y. Je prédis avec F chapeau et je soustrais ça à YI. Donc, vous voyez, et ainsi de suite. Fait que dans le fond, à chaque fois, je recalcule des résidus. Au fur et à mesure, je recalcule des résidus et je vais refaire mon arbre sur chacun des résidus. Puis à la fin, ben, mon modèle final, c'est le modèle boosté qu'on appelle. Donc le modèle boosté F chapeau, ça va être la somme dans le fond de tous les arbres avec mon paramètre lambda. Fait que l'idée ici derrière le boosting qui est intéressante, c'est que contrairement à l'association d'un seul grand arbre, comme on faisait précédemment, dans le fond, l'approche de boosting, elle apprend plutôt lentement. Vous allez voir, ça va quand même lentement. Ça apprend lentement. Mais dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va apprendre des résidus. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va utiliser les résidus du modèle. Fait qu'ensuite, elle va aller vraiment mettre à jour les résidus, puis ainsi de suite. Fait que chacun des arbres, vous allez voir, est quand même plutôt petit, mais il n'a pas beaucoup de nœuds terminaux. Bien évidemment, ça va être en sélectionnant le paramètre D. Mais dans le fond, en associant des petits arbres résidus, on va améliorer lentement F chapeau, très très lentement, dans les zones où il ne fonctionne pas bien. Parce que dans le fond, un résidu, c'est quoi? Ça mesure à quel point on est bon ou pas bon. Fait que si mes résidus sont pas bons, ben dans le fond, à l'étape d'après, mon F chapeau, mon arbre va essayer d'aller améliorer. Fait que tranquillement, étape par étape, dans le fond, ma méthode de boosting, ce qu'elle fait, c'est ça. C'est qu'elle va vraiment aller améliorer là où mes résidus sont les moins bons, et donc améliorer tranquillement. Et le fameux paramètre lambda, lui, le paramètre de shrinkage, dans le fond, lui, ça va être aussi ça va être un paramètre qui va permettre justement de jouer, comme d'habitude, entre ce compromis biais-variance. L'exemple ici sur les données génétiques encore, donc l'erreur de taux de classification ici, le nombre d'arbres en bas. En haut, en vert, regardez, en vert ici, on a la forêt aléatoire avec racine de P. Donc vous voyez, c'est lui qui est le moins bon. Hein?
Et ensuite de ça, le boosting, ici, on a deux types de boosting avec def. Fait que def, ça, c'est vraiment le paramètre, dans le fond, lambda. Et ça, c'est le paramètre lambda. Puis j'en ai deux, avec un et 2. Puis dans le fond, ben, vous voyez, on voit qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ici, un petit peu de détail un petit peu de détail ici, pardon, donc pour la figure précédente. Euh, Ici, petit point de détail, dans le fond, quand on parle de profondeur, dans le fond, ici, c'est vraiment un lien, comme je vous disais, avec le lambda. Habituellement, on prend des lambdas là, autour de 0.01 ou 0.001. On va en reparler après. Mais donc, vous voyez que dans le fond, c'est ça, ce paramètre lambda là, permet de créer vraiment on le voit, hein, ça permet de créer une différence notable là, dans les prédictions. Et pour terminer, dans le fond, on va bien évidemment discuter de comment tuner, hein, comment estimer ces paramètres-là. Donc, dans le boosting, on a plusieurs paramètres. Hein. Le premier paramètre, c'est le nombre d'arbres, bien évidemment, grand B. Donc, ça, c'est un des paramètres. Fait, contrairement aux forêts bagging et aux forêts aléatoires, le boosting il peut surajouter si B est trop grand. Fait que si le nombre est trop grand, comme c'est une méthode itérative, mais dans le fond, ça peut être pas bon. Donc, on utilise la validation croisée comme d'habitude pour sélectionner grand B. Ensuite, on a le paramètre de shrinkage, lambda. Ça, c'est un très petit nombre positif. Ça permet de vraiment contrôler la vitesse à laquelle le boosting il apprend. Parce que le lambda, je vous le rappelle, dans l'étape itérative, regardez ici, le lambda, il vient vraiment contrôler, dans le fond, la vitesse à chaque fois à laquelle j'avance. Donc, les valeurs typiques, je vous l'ai dit, c'est entre 0.01 et 0.001. Puis, dans le fond, le bon choix peut dépendre du problème. Une valeur très petite, ça peut nécessiter l'utilisation d'une très grande valeur de B et d'obtenir de très bons. Donc, l'un va avec l'autre dans le fond, hein, puisque lambda, c'est la vitesse, puis B, c'est le nombre d'arbres. Fait que l'un va vraiment avec l'autre. Ensuite de ça, dernier paramètre, on a le nombre de divisions de D pour chacun des arbres. Donc, le nombre de divisions B, c'est vraiment la complexité de l'arbre boosté. Très, très souvent, D est égal à 1, fonctionne bien. Fait que ça permet vraiment d'avoir des belles choses. Fait que ça, c'est un arbre avec seulement une souche, dans le fond, puis rien d'autre. Donc, on a une seule division. Fait que voilà pour ces méthodes-là. Donc, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans ce module-là, donc on a vu les arbres. C'est des choses qui fonctionnent très, très bien pour l'interprétation. Un arbre soit de régression ou de classification. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne. On a vu comment l'élaguer, donc c'est-à-dire vraiment couper des branches pour le rendre beaucoup plus optimal hein, en termes de variance. Mais on a vu que les arbres, toutefois, même élagués, ils sont pas hyper performants en termes de prédiction. Et donc là, on a vu des méthodes pour améliorer les arbres. Puis une façon d'améliorer les arbres, c'est en fait d'en créer, donc vraiment de faire pousser plusieurs arbres. La première méthode qu'on a vue, c'est le bagging. Donc le bagging, lui, c'est tout simplement sur des échantillons bootstrappés de notre jeu de données d'entraînement. Je crée plusieurs arbres. Et à la fin, je fais un résumé, dans le fond, de chacun des arbres. La forêt aléatoire, c'est la même chose que le bagging, sauf que je rajoute une petite condition, c'est qu'à chaque étape de subdivision, je laisse pas, dans le fond, l'arbre choisir parmi l'ensemble de tous mes prédicteurs. Je vais le laisser seulement y aller dans un sous-ensemble. Et le dernier qu'on a vu, le boosting, pardon. Donc ça, c'est comme le bagging. On crée des échantillons d'entraînement bootstrappés. Mais la différence aussi, c'est que nos arbres, là, ils sont vraiment itératifs. Et que je viens construire un arbre, le Bème arbre, je vais le construire en fonction du B-1e arbre. Et surtout, je travaille sur mes résidus. Donc, je viens vraiment dire à l'arbre d'apprendre à chaque fois sur mes résidus les moins bons pour essayer de les améliorer.